C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la peur qui s'est emparée ce matin des populations de Ngadiaga. En puits de gaz de Petrosen Fortesa a pris feu. S'en est suivi une manifestation de colère des jeunes de la localité. Nous recevrons pour en parler Bachir Dramé, directeur de la communication de Petrosen dans ce 20h. Travaux de l'autopont sur l'avenue Bourguiba. Le collectif des impactés hausse le ton. Ses membres regrettent le fait de ne pas avoir été associés au projet. 4 décès liés à la Covid-19 enregistrés ce vendredi au Sénégal. Le ministère de la Santé annonce 111 nouveaux cas, dont 68 issus de la transmission communautaire. Et puis en judo, Manick Ndiaye conserve son titre de champion d'Afrique chez les plus de 100 kg. C'était ce samedi à Madagascar. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Petrosen Fortesa en flammes, en puits de gaz a pris feu à Ngadiaga dans le département de Tivaouane. Une situation donc qui a causé la panique dans ce village. S'en est suivi un vent de révolte chez les jeunes qui ne se sentent plus en sécurité. Nous voyons cela dans cette correspondance signée Chirante Diop et Seyla Tire. Gaz en flammes, il a fallu une opération combinée entre sapeurs-pompiers de Tivaouane, un renfort des experts en la matière pour maîtriser le feu, qui aura duré plus de 10 tours d'horloge. Aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. Aujourd'hui, à notre grande surprise, un puits qui a été en phase de test a pris le feu. On n'a pas les moyens de l'éteindre. Les sapeurs-pompiers sont là, la gendarmerie est là, mais on est en train que de regarder le danger. Et j'interpelle aujourd'hui le président Macky Sall de créer une situation de rencontre entre les Petrosen Fortesa, la commune et le village de Ngadiaga pour régler d'une manière définitive ce problème-là. Parce qu'aujourd'hui, si les vannes n'ont pas été fermées, la catastrophe va dépasser la commune de Noto et peut venir jusqu'à Dakar parce qu'il y a un pipeline qui a été creusé. Comme s'ils se sont passés le mot, les jeunes du village de Ngadiaga se ruent tous vers le site qui abrite les puits de gaz, décidant de verser leur courroux. L'ingénieur en charge du projet, M. Henry l'Américain, a été gravement touché même. Actuellement, il est à l'hôpital. Le gaz s'est explosé et actuellement tout le village est en peur. Nous sommes peur, notre peur de la vie même. Le village est en danger. Si on vous dit que Ngadiaga, dans ce village-là, il y a du gaz, non, vous allez dire non, c'est pas possible. Nous n'avons pas de case de santé. Il y a plus de 11 puits de gaz ici, connectés par des pipelines. Une colère débordante, les populations ont barré la route de la zone des Niayes. Des forces de sécurité débordées ont fait appel à un renfort. Même le gouverneur de la région de Thiès, Mohamedou Moustapha Ndaw, était sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Merci à vous, cher Anta Diop. Voilà, M. Bachir Dramé sur ce plateau pour en parler. Bonsoir, M. Dramé. Bonsoir, cher Tidiane. Je rappelle que vous êtes directeur de communication de Petrosen. Alors, vous avez suivi l'élément, on constate la colère des populations, mais comment une telle situation a pu se produire ? Je vous remercie de l'invitation, cher Tidiane, ce qui nous permet d'apporter un certain nombre d'éclaircissements sur ce qui s'est passé à Ngadiaga ce matin. Votre version. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur place. J'y retourne tout à l'heure. Le ministre du pétrole et des énergies est sur place. Le directeur général de Petrosen Holding, M. Mamadou Faye, est sur place. Le directeur général de Petrosen EP, Joseph Medou, est sur place et M. Manarsal, le DG de Petrosen Aval 13 et Services, est en route. Mais tout ça, c'est après le drame. Non, depuis ce matin. Cela s'est passé vers 9h. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'abord, c'est qu'il faut savoir que ce n'est pas à Ngadiaga. Ça, c'est le premier élément qu'il faut apporter de réponse. Ngadiaga, c'est le site de production. Et dans la zone, il y a un certain nombre de puits qui sont forés. Sur un des puits, ce matin, notamment à Djelekpel, que d'ailleurs nous avons électrifié, il faut le rappeler. Nous pouvons discuter après. On reviendra tout à l'heure sur le RSE. Alors, à Djelekpel, où un puits était en train d'être foré, c'est en forage, ce n'est pas en production. Ça aussi, il faut le dire. Ce n'est pas un puits en production, un puits en forage. Ce qui arrive souvent, ce qui peut souvent arriver dans l'industrie pétrolière et gazière. Donc, au moment de la pause de la BOP, il y a eu, pour parler simple, il y a eu une poussée de gaz qui est arrivée. Et à la suite de l'étincelle venue du groupe électrogène, il y a eu explosion.
Parce que pour avoir du gaz, pour avoir un feu, il faut trois conditions. Il faut un carburant, il faut du gaz, quelque chose qui brûle et une source de chaleur. Les trois conditions étant réunies, il y avait forcément feu. Alors, à la suite, tout de suite, quand on a entendu, vers 9h20, etc., donc nous étions au courant et nous nous sommes déplacés. Donc les autorités, tout le top management de Petrosen, les sapeurs-pompiers ont été venus de Tivaouane. La SAR, qui a un camp de sapeurs-pompiers, il faut le rappeler, a été aussi pris en renfort, plus les éléments spécialisés. Voilà, mais on voit qu'il y a eu du feu et que c'était à proximité des populations, des habitations. Et on a même entendu le maire de Notto-Gouye-Diama qui soutient qu'ils ont tiré la sonnette d'alarme depuis 3 mois, que l'usine ne respectait pas les normes de sécurité. Alors, je me demande qu'est-ce qu'il appelle les normes de sécurité. Vous savez, Fortesa, le site de Fortesa est exploité avec Petrosen en joint venture depuis les années 2000, où nous produisons à peu près 30 à 35 000 m3 de gaz qui part vers la Sococim via des pipes. Alors, là où s'est passé l'accident, on va parler d'accident pour une fois, parce qu'il y a eu feu, il y a eu un léger blessé, un blessé plutôt, l'ingénieur docteur Guedings, un excellent foreur, qui était sur le lieu, qui voulait atteindre et qui a eu des brûlures à la main. Et à l'heure où je vous parle, il est évacué au niveau de l'hôpital principal. Alors, c'est une zone, si je vous montre les photos tout de suite, vous allez me dire, mais où sont les populations? Mais quand même, il y a les populations qui disent qu'ils sont ceinturés par des puits de gaz. Et ça, je pense que c'est une réalité. Alors, quand même. attends, pas ceinturé. Il faut rétablir les choses. C'est-à-dire, quand vous allez sur le site de Gadiaga, d'ailleurs, je me suis promis tout à l'heure de vous envoyer des images de Gadiaga en grande nature. Quand vous allez sur le site de Gadiaga, c'est effectivement à l'orée du village, là où il y a les champs, qu'on exploite. Et après, un peu plus loin, à Djelokpel, à 1,5 km exactement, c'est là où s'est passé l'incident. À l'heure où je vous parle, le domaine est sécurisé, les endroits sont sécurisés, les populations ne courent aucun danger pour le moment, parce que c'est un feu de gaz. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Vous savez, quand moi, la première fois que j'ai vu un feu de gaz, quand je faisais ma formation pompier à Saint-Carré en Bretagne, je me suis dit, Adina Refeuille-Touki, parce que c'est un feu impressionnant, qui va en hauteur. Aujourd'hui, heureusement, qui peut faire des dégâts, qui peut tuer. Qui peut faire des dégâts, qui peut tuer si les conditions normales de sécurité ne sont pas prises en compte. Pour le moment, je vous assure que les conditions normales de sécurité ont été prises en compte. Et à l'heure où je vous parle encore une fois, on a même fait venir des équipes spécialisées, parce que le pétrole et le gaz, c'est un test grandeur nature. C'est tellement bien. Nous allons produire du pétrole et du gaz en 2003. Si nous ne savons pas maîtriser Gadiaga, vous imaginez ce qui va arriver. Je vous assure qu'aujourd'hui... Justement, on a l'impression que la culture de la prévention en matière de sécurité, quand même, n'est pas notre fort. On l'a remarqué ici, des populations déploraient l'arrivée tardive des sapeurs-pompiers et autres. Écoutez, on a fait venir les sapeurs-pompiers de Tivaouane. Mais dans un premier temps... qui ont eu du mal à maîtriser le feu. Le site... Non, ce n'est pas... Vous savez, un feu de gaz, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un feu ordinaire. Quand vous le voyez, il est impressionnant et il va en hauteur. Il ne se propage pas. Il va en hauteur. Mais est-ce qu'on a les moyens pour maîtriser ce genre de feu? Mais c'est ce qui est en train d'être fait. Ce feu est d'une intensité. Si vous l'aviez vu ce matin, vous-même, vous seriez étonné. Alors, ce que je déplore par contre, et permettez-moi de le dire avec force, c'est que je pense, moi, c'est mon avis personnel que je suis en train de donner, et je vous demande de me le permettre, quand on est dans un pays qui s'appelle Sénégal, les autres ne sont pas plus intelligents que nous, ne sont pas mieux que nous. C'est déplorable que des autorités locales se permettent d'ameuter les populations à un tel point qu'à Dakar, des gens ont eu peur. Parce que vous avez entendu que Dakar est en danger. Le fait d'entendre une explosion de gaz, ça suffit pour ameuter. Les autorités n'ont même pas besoin de... Non, mais ils n'ont pas aussi besoin, comme on dit en l'offre du Yokouti Kharbi Karaou. Ils devraient être aux côtés du ministre, aux côtés du DG, aux côtés de la population, de Djelek, de Talam, de Kerbir, pour les encourager, pour leur dire attention, les gens sont en train de travailler pour cela. Et il faut savoir raison garder. Pour moi, c'est ma forte conviction. Maintenant, au-delà, évidemment, il faut renforcer toutes les mesures de sécurité. Ça existe déjà sur le site. Justement, un pays qui fait ce genre de production, est-ce que nous avons les moyens pour prévenir ce genre d'accident? Beaucoup de gens ne savaient pas. Aujourd'hui, quand j'en ai parlé sur RFM, permettez-moi de nommer votre radio, et je vous remercie, parce que c'est moi-même qui suis allé vers la presse. Personne ne m'a appelé. J'ai appelé moi-même la presse pour lui dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Et sur RFM, j'ai bien précisé que beaucoup de gens ne savaient pas qu'à la SAR... C'est de la communication de crise, c'est votre boulot. Oui, mais à la SAR, il y a un camp de sapeurs-pompiers, des gens spécialisés qui font des entraînements de manière régulière pour intervenir, le cas échéant, sur des problèmes comme ça. Et aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, c'est justement cela. Et les équipes spécialisées, tout à l'heure en venant, M. Mamadou Faye, le DG me disait, écoute Bachir, je dis, est-ce que le feu
est-ce que l'intensité, est-ce que le feu est maîtrisé? Il m'a dit oui, on peut parler de maîtriser le feu, d'autant plus que c'est sécurisé, la zone est sécurisée. Il me dit on peut parler de maîtriser, d'autant plus que les équipes spécialisées, parce qu'il y a ce qu'on appelle les pompiers du pétrole. Il ne faut pas que les gens pensent que le pétrole et le gaz c'est un jeu. Il n'y a pas de tatillon, les gens ne tâtonnent pas. Il n'y a pas de tâcheron. Mais est-ce qu'on en a suffisamment, ces pompiers du pétrole? On est en train de travailler pour cela en vue des prochaines productions. Mais le Gadiaga, on sait faire, c'est depuis 2000, on n'a jamais entendu d'incident. Et cela, vous pouvez vérifier moi-même ce que je vous dis, et je parle sous le contrôle de tous les experts qui m'entendent. Ça arrive souvent, très rarement, heureusement, dans l'industrie pétrolière, qu'on ait un puits en éruption, qu'on ait du gaz qui sonne. Mais il faut savoir que il y a une sécurité première qui est prise en compte et cette sécurité, c'est déjà la sécurité du site. 95% des Sénégalais travaillent sur ce site. Vous pensez que les pétroliers ne sont pas assez outillés pour prendre en charge leur sécurité? Justement, je ne crois pas. Avant de vous libérer, cela me permet de parler de cette responsabilité sociale de l'entreprise. On rappelle que cette usine, quand même, est une propriété américaine, si je ne me trompe, qui se trouve dans un village, comme on l'a entendu dans le reportage, qui n'a même pas de case de santé. Cher Tidiane, ce n'est pas une société américaine, ce n'est pas une propriété d'une société américaine. Fortesa est en joint venture avec Petrosen, notre société nationale. Fortesa est opérateur, comme ce qui est en train de se passer en offshore, à Woodside est opérateur dans le Sangomar, ou alors BP est sur le champ GTA. Il y a 95% de Sénégalais qui y travaillent, 4 expatriés qui viennent de Fortesa. Le contenu local est en marche. C'est ça le contenu local, ce qu'on est en train de dire, la main-d'œuvre. Il y a des gens qui habitent Gadiaga et qui travaillent sur ce site. Il y a les populations de Gadiaga qui travaillent sur ce site. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous parlez de responsabilité sociale des entreprises, je vous remercie qu'on en parle justement. Mais les cimetières ont été clôturés. C'est Petrosen et Fortesa, la joint venture. La mosquée, c'est nous qui l'avons construite. Des écoles, les gens ont participé. Quand il y a des choses, on fait appel. Mais ça ne suffit jamais, bien évidemment. Et il faut continuer dans ce sens-là et nous continuerons pour que les populations de Talam, de Dieuleugue Wolof, tous ces gens-là puissent profiter de ce qui est en train d'être fait. Mais quand même, quand une entreprise qui fait ce genre de choses, qui produit du gaz, quand même, il est normalement opportun d'avoir au moins à côté une structure sanitaire pour prendre en charge les premiers soins en cas d'accident de ce genre. Oui, mais vous savez, il y a une carte de santé. On est dans le cadre du cadre sanitaire global. Mais vous avez raison, il faut continuer à travailler dans ce sens-là. C'est pourquoi je dis que c'est des tests qui peuvent être intéressants, parce que ça nous permet de gagner en charge. Mais au-delà, demain, qu'est-ce qui va être fait? Moi, je vais retourner tout de suite à Gadiaga. Je vais regarder ce qui se passe. Mais nous étions en train de nous dire il faut que les populations sénégalaises aillent voir qu'est-ce qui est en train d'être fait à côté, à Gadiaga, un contenu local en marche, la responsabilité sociale des entreprises. Personne ne souhaite ça. Et je vous assure, les équipes spécialisées sont en train de se préparer pour aller attaquer ce feu-là pour que ça soit circonscrit et qu'il n'y ait aucun problème, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Prions et surtout, restons responsables. Et permettez-moi de terminer par là, je le disais et je le rappelle souvent. Je rappelle souvent le World Trade Center. Je dis, quand le World Trade Center a pris feu, personne n'a vu des cadavres. Les télévisions américaines, les journalistes américains, la population américaine, ils ont valorisé les sapeurs-pompiers américains. Il faut que nous arrivions à cela. Nous ne disons pas de cacher, nous disons de savoir que nous aussi, nous avons des outils et des hommes valeureux qui sont sur le terrain. Et je dis bravo aux sapeurs-pompiers de Tivaouane et aux gens de la SAR. Et en tout cas, j'encourage aussi les autorités qui sont là, notamment le ministre et tout le top management. Donc vous investissez suffisamment sur la sécurité. Absolument, absolument. Vous savez, le pétrole et le gaz, c'est d'abord des enjeux sécuritaires, avant d'être des enjeux financiers ou des enjeux économiques. La sécurité, elle est essentielle. Aujourd'hui, quand vous venez à Petrosen, rien que dans nos directions générales pour nous rencontrer, nous vous faisons passer un test de protocole sécuritaire, si vous êtes étranger, pour vous dire qu'est-ce que vous allez faire, pour vous dire tout ce que nous sommes en train de faire en chantier, pour en tout cas aller exploiter notre gaz et notre pétrole dans des conditions sécuritaires assez optimales à l'image des grands pays producteurs. Voilà, merci M. Dramé, c'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie et je reviendrai quand vous voulez. Précisions. On poursuit ce journal avec les travaux de l'autopont sur l'avenue Bourguiba. C'est le collectif des impactés qui grince les dents. Ses membres dénoncent l'attitude des autorités qui, disent-ils, ne les ont pas associés à ce projet. Ils précisent également que toutes leurs activités sont à l'arrêt. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Cheikh Diop et Diafaraba. L'avenue Bourguiba a changé de décor. Des travaux entamés pour la construction d'un autopont ont impacté sur les activités des riverains. Nous, ce que nous déplorons avec le gouvernement sénégalais,
C'est-à-dire, on veut qu'ils respectent les gens. On ne peut pas faire des travaux pareils sans avertir les gens. Ça, c'est pas normal. Nous sommes des Sénégalais. Nous ne sommes pas des Guinéens ou des Maliens. Donc, on doit nous considérer. On doit nous considérer. Plus de 30 ans, on est là, en train de faire nos activités commerciales. Et nous sommes des pères de famille. Nous gagnons notre pain ici. Le collectif des impactés de l'avenue Bourguiba déplore l'attitude des autorités qui n'ont pas associé les populations dans ce projet. On a reçu sommation avec le préfet Sambe qui est venu le samedi. Le lundi, il a commencé à casser, donc c'est 72 heures. Il faut avertir 3-4 mois à l'avance parce qu'on nous a tous handicapés. Vraiment, en ce moment, on ne peut même pas travailler. En cette période de fête, les commerçants qui avaient investi cette avenue pour installer leur petit commerce risquent de vivre des moments difficiles. Parce qu'on n'a même pas l'accès pour entrer dans les magasins. Le collectif des impactés de ces travaux précise que le projet va durer 2 ans. En attendant de trouver une solution à cette difficulté, ces impactés devront prendre leur mal en patience. À présent, la situation de la Covid-19 au Sénégal, 111 cas positifs, dont 68 communautaires et 4 décès sur 1819 tests réalisés. Donc, le Sénégal a enregistré, comme je vous l'ai dit, 111 nouveaux cas, dont 43 cas contacts et 68 issus de la transmission communautaire. 44 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Nous parlons à présent de ces commerçants affiliés à l'UNACOIS Yessal qui imputent la responsabilité de la déroute de certains d'entre eux aux banques classiques. Ils souhaitent désormais changer de stratégie pour promouvoir leur secteur. Aladien, le secrétaire général de l'UNACOIS Yessal, en parle au micro de Bab Paraning et Yafaraba. Donc c'est une aubaine et la convention va confirmer, en tout cas par rapport à l'année 2021, dont le premier trimestre sera la phase test, et JK Factor est prêt à mettre 20 milliards sur la table. Le commerçant qui achète à partir de Dubaï, Inde ou Jakarta, mais qui amène la marchandise, c'est pour satisfaire une clientèle. Les fournisseurs produisent et vendent, mais JK Factor va acheter pour nous. Alors, si Moussa Fatal reçoit 10 000 tonnes de riz, alors que tout est payé par JK Factor, Moussa Fatal a déjà une clientèle qui l'attend au niveau des 14 régions. L'essentiel, que ça soit du riz de très bonne qualité, mais surtout que les prix soient abordables. Maintenant, il peut ne plus se déplacer pour aller jusqu'en Indonésie ou bien en Inde, en restant ici avec JK Factor qui l'accompagne. On n'aura pas l'intervention des banques classiques. On n'aura pas besoin de l'intervention des banques classiques qui ont ruiné pas mal de gens, même si elles sont toujours utiles. Mais JK Factor va combler un trou béant qui existait et nous sommes persuadés que le compagnonnage sera du win-win. Ce bras de fer entre les commerçants, acheteurs d'arachides et les douaniers de Sénobar. En effet, des dizaines de camions sont bloqués par les gabelous qui pensent que le produit est acheminé plutôt vers la Gambie, ce qui a déclenché la colère de ces commerçants. Moustapha Dramé, leur porte-parole, en parle au micro de Bakary Kanté et Khali Yamé. Hier matin, au niveau de la frontière Sénobar, à notre grande surprise, la douane nous a interpellés en nous disant qu'ils nous ont interdit de faire la traversée pour les graines d'arachide. Raison pour laquelle, en disant qu'il faut qu'on fasse une déclaration au niveau de la douane parce que nos graines seront exportées. Alors que nous sommes des acheteurs de graines qui transforment et qui vendent les huiliers, qui sommes en contact avec eux. Mais malheureusement, cela y compte. Et que nous déplorons vraiment cette geste parce que, en général, on nous disait que quand un cyclade doit sortir, on donnait des informations alors en nous disant que d'ici temps et temps, les graines ne seront plus de passage ou bien vous serez formulé de tels principes alors que tous ceux qui sont intéressés seront à jour pourront traverser leurs graines. Mais malheureusement, cela n'y est pas. Vous savez, en plus, sur les arachides, au niveau de la Casamance, il y a tellement de problèmes. Parce que chaque année, cela nous arrive. Chaque année, la Casamance, surtout le Sénobar, ça arrive très souvent.
L'année dernière, ça s'est passé comme ça. Cette année-ci, ça se passe comme ça. La granulisation au niveau des paysans. Le kilogramme à 285 ou 275 minimum. Ça, c'est le prix des cultivateurs. Bon, l'État a planché le prix à 250, mais avec la rupture des graines de l'année dernière, qui a poussé que les graines ont haussé le prix jusqu'à 275, 280. Nous sommes prêts à vendre à la Sonacos nos graines d'arachide. Mais à notre grande surprise, la Sonacos a déclaré qu'elle ne possède qu'un acheter à 285 francs le kilogramme. Alors qu'il n'est pas possible d'en acheter les kilogrammes à 275 francs et de vendre ça à 285 francs. En plus, il y a les transports, les frais de manutention, l'abattement est la même chose. Ce qui est impossible. 30 à 40 000 tonnes de production sont attendues cette année. Toutefois, ces producteurs se disent confrontés à un certain nombre de problèmes comme la commercialisation. Et ces acteurs demandent à l'État de les accompagner comme il le fait, notamment avec l'arachide. On voit cela dans cette correspondance signée Ibrahim Diamé et Fally Gaye. Pour une production de, disons, 30 000 à 40 000 tonnes. Faites simplement que l'hivernage de cette année a été vraiment un hivernage Maintenant, les difficultés, nous en avons, mais nous avons surtout une difficulté majeure. Et la difficulté majeure que nous avons, c'est véritablement la commercialisation du sésame. Et c'est à ce niveau d'ailleurs que nous faisons un plaidoyer au niveau de l'État. Nous demandons à l'État sénégalais de réguler d'abord les prix. Nous demandons à l'État sénégalais de mettre la main dans l'accompagnement. Et l'accompagnement, ça peut aller à beaucoup de niveaux. Il y a d'abord l'accompagnement de l'État par la mise en place de fonds, parce que si nous avons aujourd'hui des fonds, nous, on peut acheter les sésames, rester des moments, des périodes assez propices et les revendre à des prix exorbitants. Et il y a aussi qu'on attend l'accompagnement de l'État dans le cadre des politiques de semencières que nous sommes en train de faire. Donc nous attendons de l'État que l'État s'approprie ou prenne en charge aussi vraiment la filière sésame, comme il l'a fait pour beaucoup d'autres filières. Pendant ce temps, les agriculteurs de la Casamance veulent se rendre autonomes face au retard des subventions de l'État. Et pour ce faire, ils ont organisé un atelier pour une meilleure prise en charge de leurs fonds, notamment les 125 millions de francs CFA du PPDC, qui est un programme de l'État lancé en 2014. Abdoulaziz Badji est le président du cadre de concertation des ruraux de Ziguinchor. Il s'exprime au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Le PPDC a écouté et a accepté dans la mise en œuvre de ce projet de confier la gestion de la subvention intrant aux organisations de producteurs. C'est ce qui nous a permis de mobiliser quelque chose comme 125 millions et faire un dépôt qui va nous permettre de faire des levées de fonds demain pour permettre de financer les intrants et le matériel agricole. L'objectif, c'est d'être autonome, c'est d'être foncièrement fort en économie. Et c'est pourquoi ce fonds va nous permettre de ne pas attendre chaque fois les subventions de l'État, des subventions qui arrivent, les intrants qui arrivent au mois d'août, cependant que les gens ont travaillé depuis le mois de juin. L'autonomie est visée, mais l'autonomie dans la gestion durable est transparente de ces fonds. Et c'est pourquoi on a mobilisé tous ces acteurs. Nous voulons montrer que dans les terroirs, dans ce pays, il y a un minimum de confiance qu'on doit adresser aux producteurs et à leur organisation paysanne. 4 avis formulés lors de la 3e session du Haut Conseil pour les collectivités territoriales. C'est pour permettre aux communes d'accéder au financement des projets de coopération décentralisés. L'immigration clandestine également s'est invitée à la session. Aminata Mengenga est présidente du HCCT. On parle au micro de Pape Faraning et Ababakar Kamara. A formulé 4 avis à l'occasion de cette présente session. Un avis sur la diversification des stratégies et mécanismes d'accès au financement des projets de coopération décentralisés. Et nous avons également fait un avis sur l'intercommunalité et la coopération décentralisée. Parce que comme vous le savez, il y a des communes qui s'étouffent entre elles. Et l'intercommunalité peut être vraiment une solution à des problèmes que rencontrent des communes qui sont donc qui sont côte à côte. Nous avons également adressé une motion
de félicitations et d'encouragement au chef de l'État par rapport à la migration irrégulière, parce que nous avons vu pendant cette session également qu'il y a eu de graves problèmes par rapport à la migration irrégulière. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu à convier ici l'ambassadeur de l'Union européenne, les ONG également qui travaillent avec l'Union européenne, qui sont d'origine donc de ces pays, et qui ont eu à venir nous parler des projets qu'ils ont, des coopérations qu'ils sont en train de développer avec les ONG donc, de notre pays, mais également avec certaines villes donc, dans ce cadre-là. La société civile décrypte le 7e rapport de l'ITIE selon Eliman Khan, président de l'ex-Africa. Les contrats publiés dans le document se sont basés sur l'ancien code minier qui date de 1998. En manquement, selon lui, le coordonnateur de la coalition, publié ce que vous payez, lui note une injustice dans le partage des revenus et beaucoup d'allègements fiscaux. On voit cela dans ce sujet signé Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Le rapport de l'ITIE pour renseigner sur le secteur minier, un document qui livre des informations sur la contribution des entreprises, mais aussi les taxes et autres. Des résultats loin de convaincre certains membres de la société civile. Si on connaît le secteur, on sait que c'est encore assez minime. Les entreprises qui exploitent surtout sur la base d'anciens codes qui était un code incitatif, ce qui fait qu'on se retrouve avec des entreprises ici qui exploitent nos phosphates particulièrement et qui ne contribuent absolument à rien, si ce n'est que tout simplement les paiements qu'il faut aux travailleurs et les paiements sociaux qui sont liés à ça. S'agissant du partage sur les revenus, le coordonnateur de la coalition publié ce que vous payez n'apprécie pas la démarche. La loi sénégalaise indique que les revenus qui sont issus du secteur minier devraient être partagés aussi à l'endroit des communautés qui généralement habitent autour des projets miniers. Donc, à travers un fonds qu'on appelle fonds d'appui et de péréquation et un autre fonds d'appui au développement local. Le souci est que depuis l'instauration de ces fonds dans la loi, l'effectivité peine à se réaliser. Récemment, le ministre a annoncé qu'il devrait débloquer une partie de cette somme-là qui est destinée à ces communautés. Malheureusement, jusqu'au jour où nous vous parlons, aucune collectivité n'a reçu un seul franc du ministère. C'est 5 milliards qui étaient annoncés par le ministre. Pour ces acteurs, les allègements fiscaux constituent une autre question qui mérite d'être évoquée. Généralement, ils ne reposent sur aucune logique financière pour l'État du Sénégal. C'est sur la base des considérations assez parfois subjectives que ces allègements, parce qu'il n'y a aucun texte effectivement qui définit clairement pourquoi et comment il devrait attribuer ces allègements. Il y a des annexes au contrat qui précisent des clauses beaucoup plus spécifiques qui méritent également d'être connues. Pour le prochain rapport, ces membres de la société civile demandent la prise en compte de tous ces facteurs pour plus de transparence. Réduction de la fracture numérique à Palmarin, c'est dans le département de Fatick et traîne sa salle multimédia en soutien de l'État du Sénégal qui va faciliter la formation des jeunes et femmes de divers secteurs sur l'informatique de base et du digital. On voit cela dans cette correspondance signée Aminata Goudiaby et Abdou Karim Beya. Les activités de cette salle multimédia de Palmarin, 40 jeunes et femmes de la localité ont été initiées à l'informatique de base. Le directeur général de l'ADIE a assisté à la cérémonie de remise d'attestation et selon lui, cette infrastructure vise à mettre fin à l'enclavement numérique. Nous avons un ambitieux programme de déploiement de salles multimédia dans l'ensemble des localités du Sénégal. Et aujourd'hui, à Palmarin, nous venons d'assister à la remise d'attestation pour 40 jeunes dans cette salle que nous avons mis en place. Donc c'est 40 positions qui ont permis aujourd'hui de faire cette formation. Mais également, cette salle a été connectée à l'intranet administratif, donc avec la mise à disposition donc, de l'outil Internet pour, en tout cas, les personnes qui vont être formées dans cette salle. Cette salle va aussi profiter aux élèves et enseignants de la commune de Palmarin et ses environs. Cette salle est en face d'un lycée qui sera, en tout cas, le principal bénéficiaire de cette salle. Donc, c'est un programme annuel pour permettre vraiment aux habitants de Palmarin de disposer de formations sur le numérique durant toute l'année. Et nous voulons vraiment faire profiter à un maximum de personnes
de la maîtrise de cet outil. Ces 40 jeunes et femmes qui évoluent dans différents secteurs ont été formés grâce à une collaboration entre le ministre Maxime Jean-Simon Ndiaye et l'ADIE. Comme Palmarin est un site touristique, je pense que nous allons faire profiter aussi les hôtels parce que dans beaucoup de sites, le réseau de connexion n'est pas bon. On va toucher toutes les activités de Palmarin. Un comité de gestion de cette salle multimédia sera bientôt mis en place pour un bon entretien de la structure. Le round-up de l'actualité sportive à présent avec Mbagnick Ndiaye, le Sénégalais champion d'Afrique de judo chez les plus de 100 kg. C'était ce samedi à Madagascar. Et puis Sadio Mané, de nouveau buteur avec Liverpool. On voit cela avec Cher Sadibou Diarra. Mbagnick Ndiaye reste maître de la catégorie des plus de 100 kg en Afrique. Le champion d'Afrique a conservé son titre au 41e championnat d'Afrique à Madagascar. Monica Sagna, par contre, s'est contentée de la médaille de bronze chez les plus de 78 kg. Ces deux judokas sénégalais gagnent aussi des points en vue de la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. En football, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise confirme le début de la saison locale le 2 janvier 2021. C'est suite à l'aval des autorités étatiques. La reprise se fera dans des conditions sanitaires encadrées et responsables. La Fédération sénégalaise de football a également annoncé sa disponibilité à organiser le tournoi de la qualification aux phases finales de la CAN des moins de 17 ans de l'IFOA Zone A. Moussa Wagué est lui opéré avec succès à Barcelone, une intervention chirurgicale pour réparer les ligaments croisés et reconstruire le tendon rotulien de son genou droit. Wagué, 22 ans, sera absent des terrains au moins 9 mois. 2 mois et 8 matchs, c'est le temps qu'il a fallu pour voir Sadio Mané marquer un but sous les couleurs de Liverpool. L'attaquant international sénégalais a inscrit le deuxième but du Festival des Reds devant Crystal Palace, 7-0 à l'extérieur. Mané, qui n'est pas encore dans le rythme de ses dernières saisons, est à 5 buts en Première Ligue et 7 toutes compétitions confondues. Mambiram Diouf lui retrouve ses sensations d'attaquant et de buteur en Super League. L'avant-centre a marqué le but victorieux de son club Atasport face à Göztepe. Son 4e but de la saison, Mbaye Diagne également ne s'arrête plus de marquer en Turquie. Il a inscrit sur penalty le seul but de Galatasaray, battu par Garam Gouroup d'Alassane Ndao, buteur pour la 4e fois cette saison. Opanguet a lui marqué son 3e but de la saison lors de la victoire de son club devant Lens, 2-0. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce journal. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.